le secret que personne ne vous a révélé pour élever des enfants épanouis? Aujourd'hui, je vous fais une promesse intime et directe. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez ce qui nourrit véritablement la réussite de vos enfants et comment commencer à la construire dès aujourd'hui, chez vous, par des gestes simples et profondément humains. Il ne s'agit pas d'une nouvelle technique miracle, ni d'un programme à suivre. C'est un guide pour que votre enfant se voie avec dignité, courage et sens à sa vie, même lorsque le monde ne le reconnaît pas. Vous reconnaissez peut-être cette situation. Des bulletins scolaires impeccables, des médailles, des éloges, et, dans le silence qui règne, un regard fatigué, un cœur qui s'emballe, une respiration courte. Avez-vous déjà ressenti cette tension entre le désir d'offrir le meilleur et le sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, votre enfant semble vivre à bout de souffle, comme si le moindre faux pas pouvait le détruire de l'intérieur? Et si ce qui manquait n'était pas plus d'efforts, mais des fondements différents? Après des années de travail auprès des familles, en pratique clinique et d'études en psychologie et neurobiologie, j'ai découvert un secret que personne ne vous a révélé et qui change tout. La véritable réussite repose sur l'estime de soi. C'est l'image que votre enfant a de lui-même lorsqu'il est seul, ce qu'il croit être capable de faire, ce qu'il pense mériter, la valeur qu'il s'accorde. Le cerveau en développement, surtout pendant l'enfance et l'adolescence, transforme les expériences répétées en schémas de pensée. Je peux le faire, je peux apprendre, j'en suis digne. Ou, plus douloureusement, le contraire. Peut-être vous a-t-on appris à confondre amour et contrôle, attention et remplacement. Laisse-moi faire pour toi. Combien de fois, sans même vous en rendre compte, cette phrase a-t-elle signifié « tu n'en es pas capable » ? Combien de fois la peur de l'échec a-t-elle privé votre enfant de la chance de découvrir sa force, sa patience et son autonomie? Ce n'est pas votre faute. C'est le scénario que nous avons hérité. Mais aujourd'hui, vous pouvez changer la donne. Imaginez un instant un avenir proche. Votre enfant face à un nouveau défi. Son cœur s'emballe, ses mains sont moites, mais il se souvient de ce qu'il a appris à la maison. Il nomme l'émotion, respire, fait un pas, commet quelques erreurs, puis recommence. Et lorsqu'il réussit, il ressent quelque chose qu'aucune note ne peut exprimer. Une fierté authentique pour ce qu'il a construit de l'intérieur. Pouvez-vous visualiser l'étincelle dans ses yeux? Pouvez-vous vous imaginer à ses côtés, présent et serein, sans prendre les rênes, mais en étant son refuge? Je vous accompagnerai dans cette transition, avec bienveillance et en gardant les pieds sur terre. Ensemble, nous transformerons la pression en autonomie progressive, la peur de l'échec en échec constructif et le besoin d'approbation extérieure en une motivation porteuse de sens. Je vous montrerai comment de petits rituels, le langage, les limites, les micro-défis, stimulent les circuits de la compétence et du sentiment d'appartenance dans votre cerveau. Vous n'avez pas besoin de plus d'heures dans la journée. Vous avez besoin d'une autre direction. Pour continuer, j'ai une simple demande empreinte d'empathie. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et, si ce contenu vous parle, merci de laisser un « j'aime ». Ce geste n'est pas un simple chiffre. C'est un fil conducteur qui transmet ce message à d'autres parents qui, comme vous, souhaitent élever leurs enfants avec moins de culpabilité et plus d'honnêteté. C'est une chaîne de bienveillance qui se propage lorsqu'on décide de prendre du recul et d'agir autrement. Alors, je vous pose la question, quelle histoire votre enfant est-il en train d'écrire sur lui-même en ce moment? Quelle phrase répète-t-il lorsqu'il fait une erreur? Que croit-il mériter quand personne ne le regarde? Aujourd'hui, vous comprendrez comment ces réponses sont nées et comment, par de petits choix constants, nous pouvons en semer d'autres. Le secret que personne ne vous a révélé n'est ni lointain ni complexe. Il commence lorsque l'amour nous apprend à voir, à ressentir, à essayer et à nous relever. Et à partir de là, chaque mot sera un pas de plus vers ses retrouvailles. Il y a une scène qui se répète dans presque tous les foyers. Un père ou une mère presse les petites mains de son enfant. « Laisse-moi faire ». C'est rapide, pratique, efficace. Le verre ne tombe pas, le jus ne se renverse pas, les vêtements sont assortis. Et, sans s'en rendre compte, l'amour se transforme en une barrière invisible entre l'enfant et sa propre capacité d'exister. Car lorsqu'on prive quelqu'un du droit d'essayer, on lui retire aussi le privilège de découvrir qu'il en est capable. L'autonomie naît de la friction. C'est comme un feu qui a besoin d'une étincelle. Un enfant qui apprend à essayer, à échouer et à recommencer développe une flamme intérieure qu'aucun éloge extérieur ne peut allumer. Au début, c'est maladroit. Le lait renversé, le lacet mal noué, les devoirs oubliés. Mais le cerveau, à cet instant précis, construit quelque chose d'extraordinaire. Le pont entre l'intention et l'action.
C'est là, dans le chaos maîtrisé des essais et des erreurs, que naît la conscience de soi. Vous souvenez-vous peut-être d'un moment semblable dans votre enfance, où l'on vous laissait faire les choses seul. Vous souvenez-vous de ce mélange de peur et d'excitation, de l'erreur, suivi d'un sourire qui disait « J'ai réussi ». Ce souvenir, si anodin soit-il, a laissé une empreinte indélébile. C'est ce qui constitue le cœur de la confiance, le sentiment que, même sans aide, vous pouvez avancer. Et si, tout au long de votre vie, ce sentiment a été effacé par les critiques, les comparaisons ou un zèle excessif, il n'est pas trop tard pour le faire renaître. Le cerveau évolue, et le cœur aussi. Imaginez ce qui se passe lorsqu'un papillon tente de sortir de son cocon. Si, par compassion, quelqu'un coupe le fil prématurément, il n'apprendra jamais à voler. C'est l'effort de se libérer qui fortifie ses ailes. Il en va de même pour nos enfants, l'inconfort lié à l'effort et l'exercice qui les prépare à la vie. Et chaque fois que nous les empêchons de se dépasser, nous les privons de la force émotionnelle qui leur permettrait de s'épanouir. Mais une peur insidieuse se cache en nous, celle de voir nos enfants souffrir. C'est presque instinctif. Nous voulons éviter les pleurs, l'échec, la frustration. Nous voulons les protéger du monde. Mais sans nous en rendre compte, cette protection les fragilise. Nous élevons des enfants qui ne supportent pas l'inconfort, qui cherchent la facilité, qui confondent amour et dépendance. Et le plus douloureux, c'est que nous agissons ainsi animés par l'amour le plus pur qui soit. La souffrance ne réside pas dans l'intention, mais dans l'excès. Fermez les yeux un instant et imaginez l'avenir. Votre enfant, le regard serein et confiant, capable de résoudre un problème sans s'effondrer. Voyez-le affronter un défi avec patience, fier d'y être parvenu seul. Ressentez le calme en vous, observant de loin, sachant qu'il n'a plus besoin de votre intervention, seulement de votre présence. Cette image n'est pas un fantasme. Elle est le reflet de ce qui se produit lorsque l'amour choisit la confiance. L'autonomie n'est pas un abandon. C'est une invitation à la découverte. C'est ce geste qui dit « Je crois en toi ». Et cette phrase, prononcée en silence, vaut plus que n'importe quelle aide. Car chaque petit succès obtenu par ses propres mérites renforce un circuit neuronal qui affirme « Je suis capable, je suis maître de ma vie ». C'est le fondement d'une saine estime de soi, la première pierre d'une véritable liberté émotionnelle. Demandez-vous, combien de fois empêchez-vous votre enfant d'essayer par peur de le voir frustré? Combien de fois reproduisez-vous des comportements que vous auriez souhaité voir différents dans votre enfance? Et si, dès aujourd'hui, vous remplaciez votre besoin de contrôle par la confiance? Qu'est-ce qui changerait en lui et en vous? L'autonomie progressive est plus qu'une méthode. C'est une philosophie silencieuse d'amour. C'est l'art de guider sans accabler, de prendre soin sans emprisonner, d'aimer sans étouffer. C'est regarder l'enfant et voir, derrière ses maladresses, un être humain en construction, avec sa propre lumière, son propre rythme et l'incroyable capacité d'apprendre de la vie. Et lorsque cette lumière brille, le monde entier autour de lui commence, peu à peu, à se transformer. Il y a quelque chose de profondément humain dans notre peur de l'erreur. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que l'échec est honteux, que décevoir autrui est le pire des destins. On grandit en croyant que faire des erreurs est l'antithèse de la victoire, alors qu'en réalité, c'est le fondement invisible de toute réussite véritable. Les erreurs, si on les observe attentivement, sont le reflet de notre courage. Elles témoignent de nos efforts, de notre audace à sortir de notre zone de confort, de notre capacité à évoluer. Mais pourquoi est-il si difficile de laisser nos enfants échouer? Pourquoi la simple pensée de les voir frustrés nous serre-t-elle le cœur? Peut-être parce qu'au fond, nous portons encore les blessures des fois où nous avons été punis pour nos erreurs. Chaque fois que nous entendons « tu aurais dû faire mieux » ou « comment as-tu pu te tromper à ce point », nous faisons le serment silencieux. Mes enfants ne subiront pas ça. Mais en essayant de les épargner, nous reproduisons le même schéma, sous une autre forme. En réalité, l'échec ne détruit pas. Ce qui détruit, c'est de grandir sans apprendre à le gérer. Lorsqu'un enfant fait une erreur et qu'on l'accueille avec empathie, son cerveau enregistre quelque chose de puissant. Je peux échouer et être aimé malgré tout. Cet enregistrement change tout. Il modifie la façon dont le système nerveux réagit à la frustration. L'enfant cesse d'associer les erreurs à la peur et commence à les associer à l'apprentissage. C'est la naissance de la résilience. Non pas comme un concept, mais comme une sensation corporelle de sécurité. Combien de fois, même adulte, vous sentez-vous coupable d'avoir commis des erreurs? Combien de fois essayez-vous de dissimuler vos faux pas en feignant la perfection? Et si je vous disais que c'est précisément cette fragilité qui pourrait apprendre à votre enfant plus que n'importe quel discours? Imaginez une scène simple. Un père s'excuse après s'être emporté. Il regarde son enfant dans les yeux et dit « Moi aussi, je fais des erreurs, et j'apprends à faire les choses différemment. »
À cet instant, quelque chose se brise dans le cycle des générations. L'erreur cesse d'être un abîme et devient un pont. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le cerveau humain apprend davantage de ses erreurs que de ses réussites. Face à l'échec, les régions liées à la mémoire, à l'attention et à la créativité s'activent intensément, comme une carte en construction. C'est dans ce moment de malaise que le cerveau se réorganise, explorant de nouvelles voies. Biologiquement, l'échec est une invitation à l'évolution. Pourtant, la peur ressentie lors de nos erreurs nous pousse à abandonner avant même d'avoir pu apprendre. Imaginez un monde où les erreurs seraient des leçons précieuses, et non des ennemis. L'échec est une école que le succès ne saurait remplacer. Il enseigne l'humilité, la patience et le discernement. Il nous apprend que la valeur d'une personne ne réside pas dans le résultat, mais dans sa volonté de recommencer. Un enfant qui grandit dans un foyer où les erreurs sont permises apprend à aborder le monde avec légèreté. Il n'a pas besoin de cacher ses défauts ni de se croire invincible. Il sait qu'il peut recommencer, et c'est, au fond, ce que nous désirons tous secrètement, la permission de recommencer sans honte. Avez-vous déjà remarqué à quel point la perfection peut être épuisante? Comment la peur de l'erreur nous transforme en version rigide et anxieuse de nous-mêmes? Et si le véritable amour acceptait l'imperfection? Et s'il regardait nos erreurs et disait « Malgré tout, tu es parfait », c'est peut-être là la révolution silencieuse dont nous avons besoin à la maison. Apprendre qu'aimer, ce n'est pas exiger la perfection, mais offrir un espace sûr où l'autre peut être pleinement humain. Dans les commentaires, partagez. Combien de fois une erreur vous a-t-elle appris plus qu'une réussite? Combien de fois une chute vous a-t-elle ouvert de nouvelles perspectives? Ces histoires, racontées à voix haute, apaisent une souffrance collective. Car au fond, nous cherchons tous la même chose. Apprendre à tomber avec plus de douceur. Les erreurs ne sont pas une fin en soi. Elles sont une période d'apprentissage, un temps où le cœur apprend à respirer autrement. Elles sont le terreau fertile où naît la sagesse. Et lorsqu'un enfant le comprend, lorsqu'un adulte le redécouvre, quelque chose se transforme à jamais. En lui, dans son esprit, son corps et son âme. C'est là, entre la douleur et la compréhension, que le véritable succès commence à s'épanouir. Il existe un silence propre à ceux qui vivent pour plaire. C'est le murmure étouffé d'un cœur qui a appris à mesurer sa valeur aux applaudissements d'autrui. Nombre d'enfants grandissent ainsi, cernés d'attentes, de récompenses, de comparaisons. Ils font tout bien, ils reçoivent des sourires, mais lorsqu'ils sont seuls, quelque chose en eux s'éteint. Les neurosciences appellent cela la motivation extrinsèque, mais le corps le ressent comme un vide, le poids de n'exister que sous le regard des autres. En 2023, une étude a révélé que 72% des adolescents déclarent ne pas savoir qui ils sont en dehors du regard de leurs parents, de leurs professeurs ou des réseaux sociaux. 7 jeunes sur 10, pourtant sur 2, cultivent en réalité une image de façade. Il est effrayant de penser qu'à l'ère de l'hyperconnectivité, nous sommes en train de créer toute une génération qui ne reconnaît plus sa propre voix. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau peut réapprendre à s'écouter. Et c'est là que réside la force du lien social et d'une motivation authentique. Imaginez une bougie allumée. Elle n'a pas besoin de projecteur, juste d'oxygène. La motivation intrinsèque, c'est cet oxygène. Elle naît lorsque nos actions ont du sens. Quand un enfant se sent libre d'explorer, de choisir, de faire des erreurs, de créer, la magie opère. La joie de vivre renaît. La dopamine cesse d'être une ressource et devient un carburant interne. Le cerveau libère ce neurotransmetteur non seulement en cas de récompense, mais aussi lorsqu'il y a du sens. C'est la différence entre étudier pour plaire et étudier parce que le savoir éveille la fascination. Mais cela n'est possible que lorsque l'amour parental ne dépend pas de la performance. Lorsque le regard posé sur l'enfant dit « Tu es aimé pour ce que tu es et non pour ce que tu accomplis ». Combien d'entre nous ont vraiment entendu cela? Combien de fois notre estime de soi a-t-elle été construite sur des compliments conditionnels? C'est super, tu as eu 10-10, maintenant je suis fière. Et que se passe-t-il lorsque le 10-10 n'arrive pas? Lorsque l'orgueil se dissimule? Les enfants apprennent vite. Si je fais une erreur, c'est que je ne suis pas assez bon. Et cette croyance grandit avec eux, déguisée en ambition, habillée en productivité, mais elle reste de la peur. Peur de ne pas être aimé, peur de décevoir. Combien de décisions d'adultes naissent de cette peur? Combien de mariages, de carrières et de choix sont façonnés non par le désir, mais par le besoin désespéré de faire ses preuves? J'aime imaginer une scène. Une mère et son fils de 8 ans sont dans la cuisine. Le garçon essaie de se faire un sandwich. Le pain se détache, le fromage colle à la poêle. Il s'énerve, mais avant qu'elle n'intervienne, elle se contente de l'observer en souriant. « Réessaie », dit-elle calmement. Il respire profondément, recommence et réussit.
elle le serre dans ses bras, non pas parce que c'est parfait, mais parce qu'il n'a pas abandonné. À cet instant précis, son cerveau enregistre l'une des leçons les plus précieuses qui soit: je peux essayer, échouer et être aimé malgré tout. Aucune théorie psychologique n'égale la force de cet instant. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Nos enfants apprennent bien plus de nos actes que de nos paroles. Ils observent nos réactions face à l'échec, notre dialogue intérieur face à la souffrance. Un père qui se reproche chaque erreur leur inculque la culpabilité. Une mère qui s'accepte telle qu'elle est leur enseigne la compassion. L'apprentissage le plus transformateur est celui qui naît de la cohérence émotionnelle. Vous est-il déjà arrivé de vous observer réagir à une erreur récente? Qu'a perçu votre enfant à ce moment-là? Un adulte en proie à un conflit intérieur? Ou une personne capable de respirer et d'aller de l'avant? Le secret réside peut-être là, non pas dans la perfection, mais dans la capacité à montrer qu'il est possible de recommencer avec légèreté. La motivation intrinsèque est avant tout un héritage émotionnel. Lorsque les enfants comprennent que la joie de vivre vient de l'intérieur, ils apprennent à se passer des compliments. Ils apprennent à être touchés par l'amour, et non par la peur. Un enfant qui s'accepte tel qu'il est n'a besoin de rivaliser avec personne. Il s'épanouit tout simplement. Il y a une beauté silencieuse dans cet éveil. C'est le moment où le chaos se mue en calme, la peur en courage, le vide en retrouvailles. C'est le moment où l'enfant qui sommeille en chacun de nous comprend qu'il peut enfin se reposer, car il a compris. Il n'a rien à prouver pour mériter d'être aimé. Et c'est à cet instant précis que l'esprit, enfin, entame sa transformation. Il arrive un moment où la théorie se heurte à la réalité. Quand la compréhension ne suffit plus, le ressenti devient essentiel. C'est l'instant où le savoir quitte le domaine des idées pour se confronter au réel, où l'amour est mis à l'épreuve, la peur se révèle et l'image que l'on a de soi se dévoile. Jusqu'ici, nous avons parlé d'autonomie, d'erreur, de motivation et de lien. Mais à présent, tout se résume à une seule question. Qui aidez-vous votre enfant à croire qu'il est? Il y a des parents qui érigent des châteaux autour de leurs enfants, persuadés de les protéger. D'autres, les mains tremblantes, leur tendent une petite lanterne en disant « Le chemin t'appartient, mais je serai là, à portée de ton appel. » Les premiers créent la dépendance, les seconds, la confiance. Et la confiance est la source de toute liberté émotionnelle. Car le véritable amour ne construit pas de barrières, il construit des ailes. Je me souviens d'une fillette de 12 ans qui, après avoir eu une mauvaise note, a déchiré sa copie en silence. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu « Je ne voulais pas que ma mère voie que je ne suis pas parfaite. » Ces mots m'ont frappée comme une confession collective. Combien d'enfants, à différents âges, tentent de dissimuler leurs défauts pour continuer à être aimés? Combien d'adultes continuent de vivre avec cette même peur, déguisée en responsabilité? Il est difficile de se rendre compte que, souvent, nous élevons des enfants diplômés mais sans but précis, intelligents mais sans estime de soi. Et tout cela découle d'une idée fausse ancestrale, croire que la valeur vient de l'extérieur, alors qu'elle a toujours été intérieure. Le succès, lorsqu'il ne repose pas sur une bonne estime de soi, devient une prison dorée, belle en apparence, mais vide à l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est que ce cycle peut être brisé. Le cerveau est malléable, l'amour est flexible, et le temps est encore généreux envers ceux qui décident de changer. Un geste d'écoute, une demande de pardon, un regard qui dit « je te vois », tout cela modifie les schémas de pensée. Chaque interaction est une occasion de reprogrammer l'esprit pour la sécurité, l'affection, l'authenticité. Pensez au nombre de fois où votre enfant a cherché votre approbation et où, sans vous en rendre compte, vous avez répondu « tu pourrais faire mieux ». Et si la prochaine fois votre réponse était différente? Et si vous disiez « je vois tes efforts et j'en suis fier », que se passerait-il en lui? Peut-être du soulagement, peut-être une larme, peut-être le début d'une nouvelle façon d'être. La vie est faite de miroirs. Ce que nous montrons à nos enfants, ils l'apprendront à le refléter sur eux-mêmes. Si nous ne manifestons d'amour que pour le résultat, ils apprendront à dissimuler leurs défauts. Si nous faisons preuve de compassion envers le processus, ils apprendront à grandir sans crainte. Et un enfant qui n'a pas peur de se tromper est un enfant qui ose être entier. Fermez les yeux un instant. Imaginez les sons d'un foyer où règne la liberté d'être soi-même. Rire et larmes coexistent. Les erreurs sont corrigées sans humiliation, les succès célébrés sans comparaison. Un calme apaisant règne, non par absence de conflit, mais grâce à la sécurité des liens qui unissent les êtres. C'est ainsi que naît la véritable force émotionnelle, non pas de la perfection, mais de la paix intérieure que procure l'amour au sein de l'imperfection. Maintenant, respirez profondément et demandez-vous, qu'est-ce qui, en vous, a encore besoin d'être pardonné pour pouvoir enseigner le pardon?
Quelle part de votre histoire aspire encore à être acceptée avant que vous puissiez accueillir quelqu'un d'autre? Peut-être que la prochaine étape n'est pas d'enseigner quoi que ce soit à votre enfant, mais d'apprendre à vous voir à travers les yeux que vous avez toujours souhaité voir. Le chemin parcouru jusqu'ici a été un chemin de compréhension. Désormais, il s'agira de mise en pratique. Non pas en théorie, mais en acte. Une conversation, une étreinte spontanée, un silence bienveillant. C'est sur ce terreau simple que l'amour s'épanouit et que l'estime de soi se développe. Car, au final, éduquer, c'est apprendre, avec ceux qu'on aime, à vivre plus pleinement et plus authentiquement. Et c'est cette graine que je vous invite à semer. Tout ce que vous avez entendu jusqu'ici vous a ramené à la maison. Non pas la maison physique, mais la maison intérieure, là où réside la voix qui dit « Je suis assez ». C'est ici, dans ce moment de silence, que commence la véritable transformation. Car comprendre est facile. Vivre ce que l'on comprend, c'est ce qui change notre destin. Et à partir d'aujourd'hui, le destin se forge dans les petites choses, dans le regard que vous lancez au réveil, dans le ton de votre voix lorsque vous répondez, dans l'espace que vous vous offrez pour ressentir avant de réagir. La douleur qui vous a conduit jusqu'ici était, en réalité, une invitation. La peur, l'angoisse, la culpabilité, l'épuisement, autant de signes qu'en vous, quelque chose aspirait à renouer le contact. Vous le savez maintenant. Le véritable succès naît de l'estime de soi, et cette estime de soi se construit au quotidien. Non pas par des théories, mais par des actes. C'est la somme de micro-décisions. Écouter plutôt que contrôler. Laisser faire plutôt que corriger. Faire confiance plutôt qu'anticiper. Imaginez votre foyer comme un champ fertile. Chaque mot, une graine. Chaque silence, un climat. Ce que vous semez se répète dans l'esprit de vos enfants et dans le vôtre. Ainsi, votre projet de transformation ne commence pas par de grands changements, mais par un pacte intime. Chaque fois que vous ressentez le besoin de tout changer, choisissez d'être pleinement présent. Chaque fois qu'une critique surgit, remplacez-la par la curiosité. Chaque fois que la peur vous assaille, souvenez-vous que l'amour n'est pas l'absence de souffrance, mais le courage de persévérer. La première étape est la prise de conscience. Observez-vous, sans jugement. Prenez simplement conscience des moments où vous répétez inconsciemment des schémas qui vous ont blessé par le passé. La prise de conscience ouvre la porte au choix. Et le choix est le début de la liberté. La deuxième étape est le lien. Créer des rituels simples qui nourrissent l'amour dans sa forme la plus humaine. Il peut s'agir de la minute de fierté, avant le coucher, un moment où vous et votre enfant vous souvenez d'une tentative, même infructueuse. Il peut s'agir du silence de l'étreinte, où nul besoin de parler, où vous êtes simplement ensemble. La troisième étape est le langage. Commencez par nommer l'invisible. Quand votre enfant est en colère, ne lui dites pas « arrête de pleurer », mais « je sais que tu as mal ». Quand vous faites une erreur, dites « j'apprends ». Les mots apaisent lorsqu'ils remplacent la peur par la présence. Et la quatrième étape est l'exemple. Cultivez en vous le même amour que vous souhaitez transmettre. Vos enfants